bienvenue sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision pour les comptes de votre magazine Face à Face. Face à Face, c'est cette émission qui reçoit les différentes personnalités politiques, économiques et autres à travers la République démocratique du Congo, la province, mais également la montagneuse ville d'Elikasi avec laquelle nous tentons d'analyser les différentes questions qui dominent l'actualité sociopolitique à travers le pays et à travers le monde aussi. Alors aujourd'hui, nous allons faire cap sur un leader qui n'est pas n'importe quel leader de la montagneuse ville d'Elikasi. Il est président du parti ACR, parti cher Andeko Eliezer. C'est lui qui patronne ces partis au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi. Il est aussi entrepreneur, il est dans plusieurs domaines. Il est aussi patron de l'ASBL, l'association sans but lucratif Wakati Etu, qui évolue aussi dans la montagneuse ville d'Elikasi, parmi les meilleurs candidats malheureux aux élections de 2023 au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi. Il est notre invité. Avec lui, nous allons devoir analyser de fond en comble plusieurs thématiques qui dominent l'actualité sociopolitique à travers la République démocratique du Congo, mais également la ville d'Elikasi. D'abord, il avait été saisi par plusieurs retraités ou départs volontaires de la Générale des carrières et des mines. Ils ont été retraités par force par cette entreprise, la Générale des carrières et des mines. Ils avaient reçu des indemnités des sorties qui ne valaient pas la peine. Ils ont été à sa rencontre pour qu'il aille trouver des solutions à Kinshasa. Il va devoir éclairer la lanterne de tous ces retraités s'il a réussi à trouver des solutions idoines à toutes les doléances recueillies auprès de la population de la montagneuse ville d'Elikasi. Au-delà de cet aspect des choses, il avait impulsé un vaste projet d'agriculture au niveau de la ville d'Elikasi pour nourrir d'abord les ventres de la population likassienne. Est-ce que ce projet a réussi ou bien ça a été un fiasco dans cette ville? Il va éclairer la lanterne de la population parce que c'est plusieurs hectares des champs qui ont été cultivés par son ASBL Wakati Etu. Est-ce que ça a réussi ou ça a échoué? Et puis on va chuter par des questions d'actualité sociopolitique. Beaucoup plus avec l'accord de paix signé entre les États-Unis d'Amérique, donc la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, parce que le président américain Donald Trump a patronné, bien évidemment, cette signature d'accord. Est-ce que c'est une fausse solution, telle que dit par la personne du cardinal Fridolin Ambongo Besungu, mais aussi certains opposants, qui semblent ne pas être d'accord avec cette signature d'accord? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une solution durable à la crise qui mine la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, ce sont là les quelques thématiques sur lesquelles nous allons nous focaliser, mais on va aussi jeter un coup d'œil par rapport à certaines questions d'actualité, telles l'interpellation du gouverneur des provinces, Jacques Aboulakate, au niveau de Kinshasa, mais aussi certaines autres questions telles que les développements à travers le pays, l'échec, entre guillemets, que constate la population de la montagneuse ville d'Elikasi dans la gouvernance de la République actuellement. Alors, pour parler autour de toutes ces thématiques, je me suis fait les devoirs d'inviter pour vous, comme j'ai eu à les signaler, il n'est pas n'importe quel invité. Lui, c'est l'honorable Jean-Rémy Kanyamambiaï. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de me recevoir sur votre plateau. Vous allez bien? Ouais, après une éternité, vous avez fui la population d'Elikasi? Non, ce n'est pas une éternité. Nous sommes toujours là. On est toujours présents. Je crois qu'il y a 3 semaines, j'étais encore ici. J'étais à Lubumbashi. Je suis à Kolosi. Je suis dans notre pays. Je bouge. Mais il s'est dit à Elikasi que vous avez fui la population likassienne après juste les élections de 2023 finalement. Vous avez pris la poudre d'escampette. Non, mais s'il y a quelqu'un qui doit fuir, qui a fui cette ville, c'est pas Jean-Rémy. Ah bon? La population, elle s'habitue à moi, elle connaît bien que après les élections, je suis le seul à rentrer pour achever mes promesses des campagnes, même si je n'étais pas élu. Je continue à faire des projets. Vous avez, dans votre introduction, vous avez parlé de beaucoup de projets que nous sommes en train de faire sur la ville. Donc, nous sommes là. Pas d'activité au parti et rien en tout cas? Non, nous avons des activités déjà demain. Nous avons un échange patriotique demain à 14 h dans la salle IFADEM, où j'appelle tous nos capables de ne pas venir au siège, mais de venir à IFADEM, où nous serons en train de parler, d'échanger, de parler de tout ce que vous avez parlé comme actualité, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent, des informations. Nous voulons éclairer, parce que nous sommes un parti de patriotes. Les patriotes, ce sont des gens qui, leur âme se marie avec la patrie. Les gens qui ne peuvent pas
et il n'y a en aucune fois, quels que soient les intérêts personnels, hypothéquer le pays. Voilà. Bien. Honorable Jean-Rémy Kanyamambiaye, vous avez recueilli plusieurs doléances de la population de la montagneuse ville d'Elikasi. Vous êtes allé à Kinshasa pour chercher des solutions aux maux qui rongeaient cette population, beaucoup plus avec les retraités de la GECAMIN. Vous les avez nourris d'espoir. Vous êtes parti à Kinshasa, ces gens vous ont appelé, insisté pour trouver des solutions parce qu'ils vous ont fait confiance, espérant que vous allez trouver des solutions idoines à leurs problèmes parce qu'ils ont été retraités, mal indemnisés, et aujourd'hui, vous étiez leur porte-étendard, leur espoir pour trouver des solutions. Qu'est-ce que vous avez fait de ces doléances? Voilà, merci beaucoup pour cette question. C'est là d'ailleurs qui montre vraiment combien je suis en symbiose, je suis dans la mailleuse appris avec tous les vieux, les Bazazi, les retraités, les Jacqueline, parce que ce sont des personnes qui m'ont suivi. Okay. Je sais qu'avant moi, il y a eu des gens qui sont élus, qui ont été élus, et qui ont exercé leur mandat jusqu'à la fin, qui n'ont pas pu prendre ces problèmes jusqu'à l'amener à un certain niveau. Mais avec nous, ces papas ont cru à notre façon, notre détermination. Okay. Qu'est-ce que nous avons fait jusque-là? Nous avons commencé d'abord par, ils nous ont suivis au travers de vos émissions, ils sont venus nous voir. Nous avons essayé de les écouter, de prendre des doléances. La première des choses à faire, c'était que j'ai fait faire avec une émission que nous avons amenée à Kinshasa. Ils ont fait des déclarations pour faire le bruit d'abord, pour qu'on sache. La deuxième des choses, j'ai amené une délégation pour rencontrer l'équipe dirigeante de la GECAMIN et Al-Bumbashi. Nous sommes allés avec eux, on a vu les instances supérieures là-bas, qui nous ont promis que les listes, parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi d'abord, pour qu'on comprenne? Il s'agit de retraités de l'année 2015, 16, 2017. Ces papas ont été, pour certains, on leur a demandé d'aller en retraite d'une manière anticipée. C'est quand on vous demande d'aller d'une manière anticipée, il y a une rémunération conséquente. Il y en a d'autres qui sont allés parce qu'ils avaient déjà atteint l'âge de 65 ans pour aller en retraite. Maintenant, quand les gens partent en retraite, il y a des contributions qu'on fait régulièrement pour les salariés. Sur chaque bulletin de paie, il y a des contributions CNSS. À l'époque, on parlait de INSS. Actuellement, c'est CNSS. Ces contributions doivent être logées dans la caisse de CNSS. De sorte que quand vous prenez votre retraite, c'est une caisse de retraite en fait. Et que cela se constitue en quelque sorte votre salaire pendant que vous n'êtes plus à mesure de travailler. Mais curieusement, pour tous ces mondes-là, de cette période-là, malgré qu'ils soient partis en retraite, il y a eu ceux qui ont perçu quelque chose, mais qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils recevaient, et d'autres n'ont jamais rien reçu. Ah bon? Ah oui, d'autres n'ont jamais rien reçu. Alors, on nous a parlé des listes, nous avons essayé d'approcher la CNSS, on a trouvé que la CNSS dit que non, nous n'avons pas de problème. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il faut que la GECAMIN arrive à déposer de l'argent sur notre trésorerie pour que nous payions, parce que la paye se fait au niveau de la CNSS. Alors, maintenant la GECAMIN n'est pas arrivée à déposer de l'argent. Je me rappelle l'ancien PCA de la GECAMIN avait promis qu'il y aurait déjà, avant la fin de son mandat, il y aurait déjà un début de paiement. Mais rien de tel n'avait été fait. Il y a eu même un mémorandum d'entente entre la GECAMIN et la CNSS que les paiements allaient commencer au mois de décembre 2024. Nous avons constaté que ça n'a pas été fait. Alors moi, je voulais soulever un caractère d'amour que nous avons. C'est ça notre idéologie, le pouvoir de l'amour. Moi, je ne suis pas un élu, mais parce que j'ai l'amour de mes parents qui ont travaillé, qui ont souffert pour nous, j'essaie de suivre. Et je vous dis que toutes ces démarches, ça ne demande pas, ça demande des moyens financiers. Quand vous devez vous déplacer d'Elikasi pour Kinshasa. Quand vous devez aller à Kinshasa, ce sont des billets d'avion. Et ce n'est pas facile aussi de rencontrer les autorités, oui. Oui, tout ça, c'est pas facile. Donc on le fait parce qu'on aime, on dépense. Alors, quand j'ai vu qu'en décembre, il n'y a eu rien, en janvier, il n'y a eu rien, en février, il n'y a eu rien, alors moi, je suis allé voir mon président national, l'honorable Eliezer Tamboué, qui est le président de mon parti. Je lui ai posé le problème, je lui ai dit, mais vous êtes quand même un député national, un véritable député national. Voici le problème que je vous pose.
est-ce qu'il n'y a pas moyen, parce que vous avez l'audience facile, est-ce que vous me faciliter à amener ces problèmes aux instances décisionnelles, oui. C'est ce qu'il a fait. Il a tout fait pour obtenir l'audience auprès du ministre qui gère le portefeuille. C'est ce que vous avez vu. Je pense que vos images vont en parler. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Vous dites avoir rencontré les ministres du portefeuille. Et si la régie est prête, elle peut nous proposer d'abord cet élément des reportages et on revient juste après pour en découdre encore une fois de plus. Que connaît le personnel de la GECAMIN à Likasi, le notable du coin Jean-Rémy Kanyama Mobiaï a été reçu ce mardi par le ministre d'État de portefeuille Jean-Lycée Boussa. En sa qualité de président fédéral du parti politique, Jean-Rémy Kanyama a été conduit auprès du ministre par l'honorable Eliezer Ntambwe, président de cette formation politique. Ce défenseur des droits des opprimés a plaidé pour les cas des anciens agents de la GECAMIN dont les cotisations de leur salaire ne sont pas retracées au niveau de la CNSS. Pour une première audience, je pense que ça va aller. J'ai vu que son Excellence est déterminé et il était déjà au courant. Et il faut dire qu'il n'y a pas que la GECAMIN, il y a d'autres entreprises. Et quand je lui ai parlé, il m'a expliqué encore beaucoup d'autres choses. Donc lui-même est déterminé et je suis satisfait. Auprès du ministre de la tutelle, le fondateur de l'ASBEL, Wakati Yetu, qui lutte contre les inégalités sociales, a reçu les réponses satisfaisantes. Le ministre Boussa lui a promis de son implication avec assurance que le gouvernement s'y attelle déjà pour résoudre ces problèmes. Il nous a rassuré que la solution était déjà en voie d'être trouvée. Il y avait déjà un montant qu'il fallait pour essayer de lancer la machine au niveau de la CNSS. Donc, cet argent devra être déposé au niveau de la CNSS et après on devra y aller étape par étape, mais au moins c'était une solution déjà en vue. Ainsi dit, le défenseur des droits des faibles est reparti satisfait et rassuré pour l'implication du gouvernement de donner des solutions idoines à ces cas sociaux des anciens agents et cadres de la GECAMIN. Bien, merci la régie de nous avoir proposé cet élément des reportages. Vous avez rencontré les ministres du portefeuille pour trouver des solutions aux maux qui rongent les retraités de la GECAMIN. De manière sommaire, de quoi il était question et quelles sont les grandes lignes de votre rencontre? Alors, il était question de rappeler, d'essayer de savoir si le ministre lui-même, en tant qu'autorité de tutelle, était au courant de cette situation. Et de deux, lui montrer les démarches que nous avons déjà à entreprendre. Parce qu'il faut dire que nous, on l'a fait pour la vie de l'ICASI, mais je sais que c'est une situation qui concerne tous les retraités de la GECAMIN, qui soient à Lubumbashi, à Shungurume, à Kinshasa, à Mbushima, à Kananga, dans le Congo central et partout, ils ont été tous retraités de la GECAMIN. D'ailleurs, j'ai eu même des appels de certaines familles qui ne sont pas de l'ICASI, mais qui sont concernées par ces démarches, qui ont apprécié cela. Alors, nous avons voulu porter cette question sur la table du ministre pour lui parler de cette situation, de deux, pour lui dire, voici ce que nous avons essayé de faire comme démarche jusqu'à cette étape, mais toutes les promesses se sont avérées vaines. Maintenant, nous revenons à vous pour que vous puissiez prendre le dossier à bras le corps pour que les papas, finalement, puissent entrer en possession de leur argent. Je vous informe qu'il y en a même qui sont en train de mourir. Parce que vous prenez de 2015 à 2025, c'est au moins 10 ans. Pour ceux qui avaient 65 ans, il y en a qui ont eu 75 ans. Il y en a d'autres qui sont décédés. Il y en a d'autres qui sont malades, qui ne savent même pas comment aller se faire soigner. Alors, je lui ai expliqué cette situation. Le ministre a compris que c'était un problème assez sérieux et qu'il a pris le problème avec la mesure qu'il fallait. Et tout de suite, le ministre m'a confirmé, d'abord avant de me confirmer, m'a demandé de lui faire le résumé de tout cela par écrit. Et de lui ramener ça dans les 48 heures qui suivaient notre audience. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai adressé une lettre avec des annexes. Et tout de suite, il m'a dit qu'il y a 13 millions de dollars, une enveloppe de 13 millions de dollars, je le dis bien, qui était débloquée déjà, qui devrait déjà servir pour le paiement. C'est pas pour ça ne devrait pas être payé à tout le monde, d'une manière à 100%. Mais on devrait commencer, c'était un début. Parce que 13 millions, c'est insuffisant.
mais ça devait quand même faire un début de paiement. Peut-être là, on pouvait payer autant de mois. Et l'argent est déjà à la disposition de la CNSS. Ça, c'est ce que l'autorité ministérielle nous a dit. Il nous l'a dit à moi en pleine audience. Donc, je fais foi à ce qu'il m'a dit. Parce que c'est lui l'autorité. Maintenant, c'était il n'y a pas longtemps, je me suis dit, comme vous savez, la chaîne de la dépense, elle est lourde. Non, il y a plusieurs ministères qui interfèrent. Il y a le ministère du budget, il y a le ministère de portefeuille lui-même, il y a le ministère des Finances, il y a la banque centrale qui va intervenir. Et puis l'argent doit arriver à la CNS. Tout ça, c'est un processus qui ne peut pas se faire en un claquement des doigts. Oui. Alors ça peut prendre 1, 2, 3 mois. Alors moi, je me suis dit, j'observe. Moi, j'ai confiance parce que je connais qui est le ministre actuel du portefeuille. C'est un homme de parole. C'est un homme dont l'expérience n'est pas à démontrer. Et quand il a promis, je pense qu'il va le faire. Mais seulement, si je trouve qu'après 3 mois, il n'y a pas eu début de quelque chose, je serai obligé de le rappeler, Excellence, vous avez promis, mais jusque-là, 3 mois, ce n'est pas fait. Donc, les papas, les mamans qui sont des retraités, doivent faire confiance. Moi, je ne dis pas que j'apporte une solution. Je n'ai pas le pouvoir d'État pour imposer quoi que ce soit. Mais par l'amour que j'ai pour eux, j'essaie de faire dans la mesure du possible pour trouver une solution. On est déjà suffisamment avancé. Et s'il y a un retard, je rentrerai toujours vers l'Excellence, Monsieur le ministre, pour lui demander de secouer un peu les choses. Mais dites-nous, honorable Jean-Rémy Kanyama Mbiaye, je rappelle à tous ceux qui nous suivent du côté de la radio qu'ils peuvent nous écrire au 099 389 33 24. 099 389 33 24, 081 008 16 14, 081 008 16 14 sont les deux numéros de contact qui nous accompagnent dans ce énième numéro de votre magazine Face à Face sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Vous dites avoir rencontré le ministre du portefeuille et celui-ci, après 48 heures, lorsque vous êtes rentré pour lui présenter les dossiers par écrit, il vous a signifié que l'argent avait déjà été décaissé. Ou l'argent a été décaissé, 13 millions de dollars. Cet argent a été décaissé après votre rencontre ou avant votre rencontre. Si c'était avant, où se situe le blocage? Si c'était après votre rencontre, à quel niveau se situent les démarches ou les traitements de ces 13 millions de dollars? Voilà, je ne sais pas affirmer que l'argent avait été déjà décaissé parce que son Excellence, Monsieur le ministre de portefeuille, ne m'a pas dit qu'il aurait déjà été décaissé. Il m'a seulement dit que l'enveloppe, ça tombait à pic, n'est-ce pas? Oui. Cette information et cette volonté d'un patriote qui veut servir la population, une enveloppe était déjà disponible. En fait, une enveloppe, après nos discussions, une enveloppe du gouvernement était déjà disponibilisée. Maintenant, c'est le processus de décaissement. Maintenant, c'est ce que je vous dis, que c'est là que moi, je ne veux pas savoir... Donc, c'est le gouvernement qui disponibilise ou c'est la GECAMIN? Non, mais la GECAMIN, c'est l'entreprise de l'État. Ah oui. Donc, c'est le gouvernement. Parce que si le problème, c'est qu'il y a un réel souci et problème. Où est parti cet argent tout ce temps? Parce que cet argent, ce n'est pas l'argent que le gouvernement devait évoquer. Vous avez aujourd'hui. C'est l'argent que chaque travailleur, chaque retraité contribuait à la fin de chaque mois régulièrement. À la fin de chaque mois, il va prendre son bulletin de paie, il constate qu'on lui a coupé l'argent de CNSS. Donc c'est l'argent qui était disponible. Oui. Où est parti cet argent? C'est la grande question. Ça, c'est un autre problème sur lequel peut-être l'IGF reviendra un jour. Parce que les responsables qui ont géré à l'époque devront répondre, devront donner l'explication. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'il y a silence radio par les responsables de la GECAMIN qui devraient passer quand même expliquer pourquoi tout ce monde n'ont pas pu entrer en possession de leurs droits. Il faut qu'il explique. Maintenant, là, c'est le gouvernement qui est le garant de tout, qui prend la décision pour d'abord atténuer les souffrances, atténuer cette agitation populaire qui peut amener au soulèvement. C'est dit, nous débloquons, nous disponibilisons une enveloppe de 13 millions de dollars qui devra servir comment je peux dire,
qui devra permettre à calmer d'abord, qui devra déjà donner la bonne impression aux retraités que nous avons commencé et nous allons continuer. Et ça, c'est grâce à votre démarche. Bien sûr, bien sûr. Grâce à votre démarche, vous avez obtenu le décaissement d'environ 13 millions de dollars au profit des retraités de la Générale des Carrières et des Mines. L'argent est en train de suivre la chaîne des dépenses à travers la République démocratique du Congo. Cependant, plusieurs députés ont mené les démarches dans ces dossiers. Plusieurs députés d'ailleurs ont mené les démarches dans ces dossiers, espérant trouver une solution palliative aux maux qui rongeaient ces retraités de la GECAMINE. Je me rappelle avoir accompagné plusieurs députés de la montagneuse ville de Likasi, mais la situation reste toujours statique. Aujourd'hui, vous êtes allé à la rencontre du ministre du portefeuille. Une enveloppe de 13 millions a été décaissée pour payer ces retraités de la GECAMINE. Quelles sont les garanties que vous avez recueillies auprès de ces ministres que cette fois-ci, cette solution trouvée a été ou est la bonne et pourra permettre ces retraités d'être rétablis dans leurs droits? Voilà, j'aimerais d'emblée dire une chose que vous avez évoquée, vous avez dit qu'il y a plusieurs personnes qui se sont intéressées à ces dossiers. Après, plusieurs députés, oui. Plusieurs députés. Le problème ici, c'est de savoir, ils se sont intéressés, quelle a été leur démarche. Hein? Le problème, c'est on peut avoir tous la volonté de faire quelque chose, mais la manière d'y parvenir diverge. Okay. Est-ce qu'ils avaient la volonté de faire ou ils voulaient faire ce qu'on dit en langage vulgaire, le buzz? Pour qu'on sache qu'ils ont la volonté, ils vont se faire. Parce que quand vous avez la volonté, et vous dites qu'ils étaient, ils étaient députés, donc élus. Mais moi qui ne suis pas député élu, je continue avec ces dossiers qui datent. Ça veut dire que c'est dans la durée qu'on connaît ce qu'il y a la volonté de servir ou pas. C'est dans la durée qu'on voit les résultats. Moi, au moins, aujourd'hui, je viens vous dire que j'ai dû rencontrer l'échelon supérieur du gouvernement, qui est le ministre en charge de portefeuille, qui a quand même sorti de sa bouche une enveloppe de 13 millions, comme vous l'avez dit. Alors, quelles sont les garanties? Moi, la seule garantie que j'ai, c'est la personnalité de la personne qui m'a reçu, qui est son Excellence, Monsieur le ministre de portefeuille. Si vous permettez, je peux citer son nom, c'était l'Excellence Mboussa. Et moi, c'est la personne que je connais, c'est un aîné que je vois, et je sais de quoi il est capable. Et quand il sort la parole de sa bouche, c'est non politique. Il tient toujours ça, c'est je pense que pour son honneur, pour sa crédibilité en tant qu'acteur politique qu'il est, il ne va pas vouloir que nous, on puisse commencer à murmurer. Que, non, je fais foi à ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a promis, et connaissant ce qu'il vaut, lui, en tant que personne, je crois que toutes les garanties, ma garantie c'est lui. Je n'ai pas d'autre garantie. C'est sa parole. Je n'ai pas d'autre garantie. Après, nous allons suivre. Comme je vous ai dit, le pays traverse beaucoup de situations actuellement. Il se peut que pour tel motif ou tel autre motif, tel ministère qui devrait signer, ordonnancer ou engager ou je ne sais pas comment, a connu du retard pour un problème que je ne connais pas. Je ne sais pas trop. Et surtout qu'il y a un gouvernement en gestation. Et surtout qu'il y a aussi un gouvernement en gestation. Tout ceci et les dossiers risquent encore une fois de plus de connaître un blocage. Il y a continuité de l'État. Si aujourd'hui c'est le ministre, l'actuel ministre des portefeuilles était à l'économie avant. Vous avez des preuves qu'au Congo il y a cette politique de la continuité? Non, j'ai au moins oui. Sur l'échelle de 1 à 10, je peux dire que 3. Je peux donner 3 pour la continuité. Merci beaucoup, honorable Jean-Rémy Kanyamambiaï. 099 389 33 24, 099 389 33 24, 081 008 16 14 sont les deux numéros de contact qui nous accompagnent. Pour ceux qui nous suivent du côté de la radio, parce que l'émission passe en même moment à la télévision comme à la radio centrale. Avant de résoudre ou de trouver une solution à une pathologie, on essaie de faire les diagnostics. On s'assure quand même des causes profondes ou des causes réelles de cette pathologie pour trouver une solution durable. Vous avez été explicite. De toutes ces années où ces agents travaillaient à la GECAMINE, leur argent était toujours débloqué mensuellement. Sur les bulletins de paie, c'était mentionné. Il y a de l'argent qu'on amène à la Caisse nationale de sécurité sociale. Après autant d'années, 30 ans, 40 ans de service à la GECAMINE, ils se retrouvent retraités
cet argent qu'ils étaient en train d'épargner dans la caisse de la CNSS a totalement disparu. Il faut attendre que la GECAMIN ou le gouvernement puisse débloquer l'argent. Où se situe le blocage? Quelles sont les véritables causes endogènes et exogènes à cette situation? Bon, c'est déjà la mauvaise gestion au départ. Okay. Je dois le dire. Les gens, ils n'ont pas... Au niveau du gouvernement ou au niveau de la CNSS ou encore au niveau de la GECAMIN? À tous les niveaux. À tout le monde la responsabilité est partagée. Okay. Mais je commence déjà au niveau de la GECAMIN. Parce que moi, je suis un gestionnaire. Okay. Vous connaissez mon cursus, vous connaissez mon CV. Je suis un gestionnaire, je suis un entrepreneur. Je travaille avec beaucoup de structures. Lorsque vous prenez de l'argent de quelqu'un sur son bulletin, c'est son droit acquis. C'est un droit inaliénable. Okay. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on veut aider les gens qui ont travaillé pendant toute leur vie de ne pas souffrir lorsqu'ils n'auront plus de force. Cet argent, c'est l'épargne. Ça ne devrait pas poser un problème. Je ne vois pas pourquoi ça devrait être poser un problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont, que j'appelle comme actuellement des Congolais de mauvaise qualité, tout simplement. Les gens qui ne sont pas patriotes. Ah oui. Vous comprenez? Les gens qui arrivent à des postes de responsabilité sans, comme ça, ils tombent comme ça. Il n'a pas conscience que ce qu'il fait, ça doit bénéficier. Vous savez combien les gens qui ont travaillé dans les carrières, c'est qu'ils ont aspiré comme matière pour leur santé? Et qu'ils sont à la fin de leur vie, vous ne voulez pas le payer. Alors, le problème s'est posé d'abord sur la liste. Les listes, donc la fameuse liste où se retrouvent tous les retraités. Cette liste semble ne pas être authentique. Il faut certifier que tous les noms qui sont sur cette liste, n'est-ce pas, sont vraiment les noms de gens qui ont été vraiment retraités. Parce que, selon les doléances que j'ai reçues des retraités, il y en a même à qui on a demandé d'aller en retraite, mais que leur argent est en train de ressortir à l'entreprise, comme ici, ils étaient en train de travailler. Donc c'est comme vous là, on vous dit, vous entendez, vous allez en retraite anticipée, ou vous allez en retraite, au lieu que votre salaire soit bloqué, le salaire est ouvert. On continue à vous payer régulièrement. Donc cet argent va dans la poche de qui? Parce que vous ne le recevez pas. Vous comprenez? Qui gérait? Parce que moi j'ai reçu, je n'affirme sur base de ce que j'ai reçu, et les témoins oculaires, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui sont là, les papas que vous pouvez interroger, qui vont vous dire ce que je dis. Leur argent, pour certains d'entre eux, leur argent continue à sortir sur les bulletins, ils ont continué à se faire payer, donc ça s'appelle défictif. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Alors, vous savez, quand vous gérez au niveau microéconomique, c'est au niveau de l'entreprise. Alors, quand ça monte au niveau de l'État, ça devient au niveau de macroéconomique. Peut-être le ministre n'est pas en cours. Mais quand le ministre a été saisi de ces dossiers, quel est le ministre, qu'est-ce qu'il a fait de cette information? A-t-il cherché à envoyer les inspecteurs? L'IGF qui était à l'époque, a-t-il essayé de faire un suivi pour qu'on comprenne? Parce que moi je pense que la vérité devrait être dite à ce problème. C'est que son excellence, monsieur le ministre, que je salue, essaie de faire, c'est juste pour apaiser la situation. Donc les causes sont à la base la confusion. On se précipite à mettre les gens en retraite sans préparer leur départ, sans préparer leur décompte final. L'argent sortait, cet argent était allé où? Cet argent c'est l'argent existant, c'est pas quelque chose de fictif, c'est l'argent qui existe, c'est l'argent... Et que chaque mois la GECAMIN mettait à la disposition de la CNSS. Bien sûr, c'était l'argent qui devrait aller directement dans la caisse. Mais est-ce que vous avez posé la question aussi au DG de la CNSS ou au DG? Non, mais le DG, je n'ai pas eu à rencontrer moi le DG, nous avons rencontré plusieurs instances. J'ai demandé au papa, parce que moi je suis comme leur conseiller, parce que je fais partie des enfants aussi. Donc j'ai parlé j'ai accompagné les papas, je leur ai montré comment il faut poser les problèmes. Parce que quand vous allez parfois poser des problèmes, les gens peuvent vous prendre sur une casquette politique. Ils ne vont pas voir le bien fondé de votre démarche, ils vont vouloir vous... Non, il fait ça. Et puis les Congolais, comme pour la plupart, nous ne sommes pas de bonne qualité, pour la plupart, on va penser que
en voulant vous faire du bien, en faisant réussir ces dossiers, Oui. c'est vous qui réussissez. Oui. Du coup, Il faut bloquer. Voilà, il vous bloque pour que vous échouez. Voilà comment nous sommes de mauvaise qualité. Merci beaucoup, honorable Jean-Rémy Kanyama-Mbiaye. Pourriez-vous rassurer, numériquement parlant, les délais? Non, je ne peux pas parce que je n'ai pas le pouvoir. Je ne dirige pas, je ne maîtrise pas cela. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le fait de ne pas avoir des assurances par rapport au timing requis, question de faire les suivis auprès du ministre, vos démarches risquent de tomber à l'eau? Parce qu'au Congo, nous savons que, comme vous l'avez dit, sur l'échelle des 10, au moins 3 respectent la continuité de l'État. Il y a de fortes chances que même celui qui viendra au ministère du portefeuille ne puisse pas respecter cette procédure. Conséquence, vos démarches risquent de tomber à l'eau. Vous serez obligé encore de recommencer à zéro. Est-ce qu'il n'était pas ou il n'est pas opportun d'échanger avec le ministre et lui dire de vous fixer le timing de faire un suivi par rapport à cette chaîne de dépenses, parce que c'est 13 millions décaissés, envoyés dans un compte où on procède directement à la paye. Je ne vois pas là où ça peut les blocages peuvent se situer. Je voulais vous dire qu'au niveau du ministre, ce sont des accords de principe. Ok. Vous comprenez? Oui. Le ministre, c'est des accords de principe. Il est ministre pour toute la République. C'est ça. Alors, ce n'est pas quelque chose qui se fait au claque des doigts. Non, c'est un problème qui demande à ce que le ministre lui-même envoie ses émissaires pour contrôler, pour authentifier. Je vous ai dit qu'il y a un problème de liste. Oui. On ne va pas commencer à payer ces listes-là comme ça. Il faut qu'on sache ce qui sont sur ces listes. C'est un travail. Ok. Parce qu'il y a des fictifs qui sont sur ces listes. Il y a des gens qui sont peut-être déjà morts sur ces listes-là. Donc, on doit savoir qui est méritant sur ces listes. Ces listes sont... Voilà. Donc, ça, c'est un travail qui demande un recensement, une enquête minutieuse. Un contrôle physique. Un contrôle physique même. Partant des fichiers de base de paye à partir de la GICAMIN, à partir de la période où les concernés sont partis en retraite. C'est un peu le travail, vous avez vu le travail qui est un travail louable qu'a fait le ministre. Donc s'il faut estimer... J'ai parlé de cette situation. Le ministre en charge des portefeuilles m'a promis, m'a dit qu'une enveloppe... Parce que je vous ai dit que déjà, le ministre lui-même a pris les problèmes à bras le corps, qu'il a parlé d'une enveloppe avec un montant clair de 13 millions. C'est ainsi que moi je dis, nous sommes au mois d'avril, quand on a eu l'audience, je suppose que il s'est mis en action sur le mois de mai et juin. Nous sommes au mois de juillet, n'est-ce pas? Moi, je pense que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa, n'est-ce pas? Et quand je vais être à Kinshasa, je vais maintenant essayer d'activer encore le mécanisme, chercher encore l'audience auprès du ministre pour vous poser la question où nous en sommes. Il pourra nous dire clairement. Parce qu'il va aussi de sa crédibilité. Il va aussi de sa crédibilité. Nous, on a fait les lettres, le papa, on fait des lettres dont le premier citoyen de la République, le président de la République, est au courant de cette situation. Madame la Première ministre est au courant de cette situation. Donc le ministre n'a pas intérêt, avec ce qu'il nous a donné comme assurance, je ne vois pas. Honorable Jean-Rémy Kanyama-Mbiaye regarde cette caméra et dit à tous les retraités de la ville de Likasi qu'il vient de trouver une solution aux maux qui étaient en train de les ronger de toutes ces années. Voilà, à vous mes papas de la GICAMIN, les mamans, les retraités, d'abord de la GICAMIN, mais je peux parler aussi des autres retraités qui ont des soucis. Je pense que je ne suis pas la solution à cette question, mais je suis votre enfant qui prend à charge votre dossier qui a tant duré. J'ai fait les démarches pour vous et je continue à le faire. Depuis janvier 2024, nous avons essayé de faire avec vous des va-et-vient à Lubumbashi, dans le bureau de GICAMIN, pour trouver la solution. Il y a eu des accords qui ont été signés entre la GICAMIN et la CNSS. La GICAMIN a promis qu'il va verser de l'argent dans la caisse de la CNSS pour commencer à vous payer. Ça n'a pas marché jusqu'aujourd'hui. Moi-même, j'ai fait les démarches pour aller rencontrer, à votre nom, rencontrer le ministre de portefeuille pour qu'il vous donne, qu'il commence au moins à payer. Je lui ai expliqué la situation, les souffrances que vous endurez, ceux qui sont même morts, vous tous qui êtes malades. J'ai parlé de cette situation. Le ministre en charge des portefeuilles m'a promis, m'a dit qu'une enveloppe de 13 millions de dollars, cette enveloppe a été déjà est disponible pour commencer à vous payer. Maintenant, tout ce que nous allons faire, c'est de rester ensemble avec moi pour que nous puissions faire une pression pour que cet argent réellement vous arrive dans le main.
Donc cet argent doit quitter les gouvernements, doit quitter les ministères, la Banque centrale, pour arriver dans les caisses de CNSS. Donc je suis, soutenez-moi, je suis sûr que nous allons arriver à une solution. Bien, merci honorable Jean-Rémy Kanyama Moubiaï, ce qui nous permet d'aborder le deuxième sujet qui a trait à ces projets ambitieux que vous avez lancés au niveau de la province du Haut-Katanga en général, parce que vous n'avez pas fait procéder à l'agriculture au niveau de la ville de Likasi, mais c'est beaucoup plus dans les territoires des Kambov, qui est un territoire de la province du Haut-Katanga. On va d'abord suivre ces images par rapport à ces projets, sa matérialisation, et on revient juste après. Et là, nous sommes déjà en train de récolter. Nous sommes en train de mettre ensemble avant de... Voilà. Voilà. Ça, c'est les produits du sol. Les produits de nos sacrifices. Les produits des ACR. Les produits des acharnés, comme c'est sorti. La terre est en train de nous remercier. La terre est en train de nous remercier. Là, on rassemble d'abord avant de commencer les grainages. À serre chaud. Voilà. Après cet élément de reportage, nous allons devoir continuer avec ce énième numéro de votre magazine Face à Face qui reçoit, comme j'ai eu à le dire dès l'entame de cette émission, l'honorable Jean-Rémy Kanyama Moubiaï qui est avec nous sur ces plateaux de la Centrale Radio-Télévision. Alors, vous avez lancé un vaste projet dans les domaines de l'agriculture. Question de subvenir à l'autosuffisance alimentaire dans les chefs de la population likassienne. Un projet qui s'inscrit presque dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui voudrait parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Ce projet a évolué ou bien il a échoué? Non, c'est comme vous le dites, c'est un projet. On ne peut pas parler aujourd'hui de l'échec de quelque chose qui est en cours de réalisation. Ce projet, d'abord, je voulais circonscrire le cadre, c'est que nous, dans le cadre de ce que nous faisons, nous prenons le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Nous estimons que dans le pays qu'on peut avoir, chacun peut arriver à contribuer à l'autosuffisance alimentaire, au lieu d'attendre que l'État vienne. Vous rappellerez que le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, avait dit nous sommes au moment où on doit parler des revanches du sol sur les sous-sols. Oui. Donc, privilégions. Les minéraux, nous ne nous avons rien rapporté. Ça nous a plus créé des problèmes. Aujourd'hui, nous pouvons exploiter les sols pour apporter au moins la nourriture, parce que nous avons des terres qui sont arables partout. Oui. Alors nous nous sommes dit, est-ce que nous pouvons essayer? Nous avons un objectif d'aller jusqu'à arriver d'abord à essayer jusqu'à 100 hectares. Mais nous pensons que nous aurons un soutien peut-être de l'État ou de ceux qui veulent nous soutenir dans notre démarche. Pour l'instant, nous avons essayé avec 30 hectares. Okay. Alors, tous ces 30 hectares ne sont pas exploités pour l'instant. Parce que nous cherchons des experts du domaine qui peuvent nous aider à exploiter de la manière la plus professionnelle possible ces terrains. Mais nous avons essayé sur 5 hectares d'abord.
pour voir, c'est juste pour voir ce que ça peut donner. Ça peut donner, oui. Et qu'est-ce que ça a donné concrètement? Mais ça nous a donné plus de, je ne sais pas combien de sacs là. Il faut que on le voit. Vos images peuvent vous montrer, la récolte est en cours. On est en train de récolter. Après, on pourra vous dire combien de sacs à la prochaine émission. Et quel était l'objectif de lancer ces projets et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain? Notre objectif, d'abord, c'est quoi? Nous, en tant que Wakati Yetu, nous prenons le pouvoir de l'amour. Nous prenons l'amour. En tant que politique, action connue pour la politique, le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Beaucoup de nos capables sont ceux qui vont louer les espaces chez les gens chaque fois pour aller planter. Après, alors nous, on s'est dit non, on ne peut pas vous laisser aller là-bas. Nous allons créer des conditions. Nous allons faire, on dirait une coopérative. On va fédérer tous les capables qui n'ont pas de terres pour cultiver, qu'ils viennent, il y a des terres gratuites. Arables. Nous allons leur donner et les semences, et les engrais, et tout ce qu'il faut. Et tout ce qu'ils vont utiliser, c'est leur force pour planter. Parce que nous voulons maintenant qu'ils retrouvent, nous voulons en quelque sorte les financer, mais en leur donnant du travail. Alors quand ils vont travailler à un certain moment, chacun aura ce nombre d'hectares, et puis il va produire. Sur base de cette production, il aura un pourcentage que lui va prendre. D'autres pourcentages, ça va nous revenir parce que nous avons des vulnérables. D'autres pourcentages, c'est pour, on peut vendre, il y a quand même des gens qui travaillent. Combien de tonnes exploitées ou récoltées dans les différents champs, oui. Ouais, maintenant, les 5 hectares. On est en train de, je vous ai dit qu'on est en train de récolter. Vos images, les images que nous passons montrent que nous sommes en début de notre récolte, n'est-ce pas? Mais qui sont les principaux bénéficiaires? Les principaux bénéficiaires, c'est la population de la ville montagneuse de l'Éducation. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on vous accuse d'exploiter les militants ou les membres de l'ONG Wakati Yetu pour vous enrichir personnellement. Jusque-là, aucun des membres va là-bas pour travailler dans ce sens. Ceux qui travaillent, c'est mon équipe. Nous sommes à l'étape expérimentale. Nous voulons nous rassurer que les terres sont arables, de sorte que quand maintenant nous allons répartir, nous allons les faire. En fait, nous soutenons la population au lieu de leur donner de l'argent. Nous leur donnons la possibilité de se donner leur propre argent. C'est comme quand vous voulez faire un projet, quelqu'un vous donne de l'argent pour que vous puissiez acheter X, Y, Z pour revendre et lui retourner l'argent. Maintenant, ici, c'est la même chose. Vous allez chercher les terres. Nous vous donnons les terres que vous ne louez pas. Ces terres que nous avons ne sont pas louées. Jusqu'au moment où nous allons être en mesure d'avoir le fonds suffisant et nous allons professionnaliser nos 30 hectares ou plus que nous avons. À ce moment-là, on pourra parler de quelque chose d'assez trop professionnel. Pour l'instant, nous sommes un peu à l'artisanal, on peut dire comme ça. Mais sur les 5 hectares, vous comprenez, il y a 1 hectare qu'on a fini, je crois que ça nous a donné 1 et 2 hectares, qui nous ont donné presque plus de 50 sacs. Il y a eu beaucoup de ratés aussi, à cause de manque de professionnalisme, comme je dis. Donc nous appelons les gens qui s'y connaissent de venir nous rejoindre pour nous aider à faire mieux dans la saison qui va venir. Alors, nous attendons les 3 ans. Au moins, vous avez bénéficié de la subvention de l'État? Non, rien du tout. Les engrais chimiques ont été donnés aux associations? Nous n'avons pas reçu ça. Malheureusement, nous souhaiterons qu'on nous le donne. Volontiers, on ne va pas refuser. Nous n'avons peut-être pas été choisis. Peut-être, vous savez, nous souhaitons que ceux qui font ces choses, qu'ils les fassent avec objectivité. Qu'ils n'aillent pas vers les gens qui sont de leur obédience. Qu'ils n'appliquent pas le tribalisme dedans. Parce que ce qui tue aussi la ville montagneuse de l'Ikassi, il ne faut pas nous les cacher, c'est du tribalisme. Et le tribalisme fait qu'on va jeter ceux qui peuvent produire pour prendre ceux qui ne peuvent rien, qui dilapident les ressources rares. Alors moi je pense que si prochainement on peut tenir compte de Wakati Yetu, nous avons 30 hectares cadastrés, connus de l'État, nous allons prendre ces engrais avec beaucoup de joie, parce que nous savons que ça va revenir à la population de la ville montagneuse. Certaines églises, certaines associations attendent Kinshasa, les gouvernorats des provinces et autres pour s'élancer dans ces domaines de l'agriculture.
Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Mais c'est une utopie d'abord. Le développement, c'est quoi? Hein? Pourquoi on dit que les gens se développent? Je vous donne un exemple banal pour que les gens comprennent ce que c'est le développement. Dans votre famille, vous êtes à 10. Si chacun travaille et chez lui, la production de chacun à ce niveau, quand vous avez un problème de la famille, ça trouve solution tout de suite. Parce que chacun est à même de donner quelque chose. Parce que chacun est autonome. Donc le développement individuel, c'est ainsi que nous parlons de pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Donc oui, nous sommes capables parce que l'action commune pour la politique, c'est une action individuelle qui devient commune et puis que l'État peut trouver le bénéfice. Les gens qui attendent Kinshasa, ils attendent Kinshasa, ça veut dire quoi? Est-ce que Kinshasa va prendre l'argent pour dire, je viens, nous sommes un pays de 2 345 000 km². Aujourd'hui, la population est estimée autour de 120 millions d'habitants. Si l'État pouvait prendre seulement $1 par tête d'habitants, ça veut dire que le gouvernement devait débourser 120 millions de dollars. Vous voyez le gouvernement être capable de ça. $1, ça vous aide à quoi? Or, pour faire un champ comme ça, il faut beaucoup d'argent. Donc, moi, je suis en train de décourager les gens qui attendent, qui regardent les politiciens. Ne regardez pas les politiciens. Essayez de voir ce que vous avez dans votre tête. Le développement individuel, ce sont des opportunités que nous avons. Ne regardons pas les minéraux, regardons regardez ce qu'il y a autour de nous. L'exemple que je donne, ceux qui sont en train de regarder Kinshasa, moi, je vous demande de venir vers nous. Nous avons au moins 30 hectares. Là, les 30 hectares, c'est ce qui est compact. Ici, dans les territoires de Cambos, donc c'est ici vers Lombo. Oui. Mais nous avons d'autres hectares qui sont séparés. Nous avons à peu près 5 hectares sur Katoka. Nous avons à peu près 5 hectares sur la route de Kilera-Balanda. Donc, si nous mettons ensemble, nous sommes autour de 40 hectares. Si nous avons déjà au moins 50 personnes qui peuvent dire, nous voici, nous n'avons pas de terres pour exploiter, nous voulons exploiter vos terres. Moi, je vais leur donner ces terres-là, je vais leur donner des engrais, je vais leur donner les semences, nous allons nous entendre de la modalité de répartition de la moisson. Et comment vous trouvez? Comment trouver les services de l'ONG Wakati-Etu? Bon, c'est un service, comme je dis, Wakati est encore jeune. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il faut travailler jusqu'à... Non, comment trouver, bien évidemment, les services? S'il y a des gens qui veulent venir vous rejoindre au sein du service ou au sein de l'ONG Wakati-Etu, comment vous les trouvez pour s'adhérer? Question de matérialiser ces projets ensemble. Voilà, je n'ai pas le numéro de mes collaborateurs en tête. Je peux passer un numéro rapidement. Libre à vous, oui. Mais ils peuvent déjà passer à notre siège, le siège de notre parti, oui. Parce qu'ils vont trouver forcément des références. Okay. Nous sommes sur l'avenue le boulevard Kamagnola, oui. Le boulevard Kamagnola, numéro 42. Donc, vous dépassez légèrement l'école Kalunga en descendant vers l'entrepôt d'Hyper Saro, avant d'arriver sur le rond-point. À votre gauche, en diagonale de la CENI, nous sommes là. C'est là qu'il y a notre siège, Action Commune pour la République. Quand vous arrivez là-bas, vous présentez que je suis venu pour les pommes de champ. On va vous enregistrer et nous allons voir ce que nous pouvons faire avec vous. Nous cherchons les agronomes, en fait, aussi. Vous aurez la chance de donner le numéro pour ceux qui seront intéressés de pouvoir rejoindre l'ONG Wakati-Etu, ce qui nous permet d'aborder la situation politique à travers la République démocratique du Congo, les questions d'actualité sociopolitique, beaucoup plus avec l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda depuis les États-Unis d'Amérique à Washington le 27 juin dernier. Finalement, après 30 années de crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, un accord a finalement été conclu. La solution magique qui manquait à la crise? Non, ce n'est pas une solution magique. Ah bon? Ce n'est pas une solution magique. Ok. C'est le produit des efforts. Oh là là. Hein? Des démarches diplomatiques initiées par le premier citoyen du pays depuis longtemps, parce que tout ne peut pas se résoudre par les armes. Parce que vous savez, nous ne sommes plus nombreux que les Rwandais. Ceux qui sont morts à Goma, ceux qui sont morts à Bukavu, qui continuent à mourir partout, la majorité sont des Congolais. Pour la plupart, sont des Congolais. Pour ne pas dire les 100% sont des Congolais. Vous comprenez? Le chef de l'État n'a pas intérêt. C'est une solution pour un État d'envisager la force. Mais pour l'instant, le chef de l'État a voulu privilégier plus la diplomatie. Parce que
ça nous amène à une solution qui crée moins de désastres. Les gens qui parlent, qui sont contre cet accord, je ne sais pas s'ils connaissent les désastres dans leur famille comme ceux qui sont en train de mourir à l'Est. Ce n'est pas une solution magique. Oui. Je reviens sur la question. Ce n'est pas une solution magique, mais c'est un début d'une solution qui peut nous amener à une paix qu'on peut qualifier de durable. Moi, je crois que c'est une bonne solution. Une bonne solution, beaucoup crient au sein de l'Union sacrée de la nation d'une victoire diplomatique. Oui. En quoi elle est? Mais elle est diplomatique parce qu'aujourd'hui... En quoi c'est une victoire? Parce que la situation sur terrain reste statique. Non, non, mais écoutez, vous parlez de bateau magique, ce n'est pas parce qu'on a signé les accords que la paix revient. Okay. Non, les choses là, il faut que les gens comprennent. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a dit la guerre est finie qu'il n'y a pas de séquelles. Hein? Combien de fois l'Allemagne a envahi la France et combien la France a envahi l'Allemagne? Il y a un territoire qu'on appelle Strasbourg en France. Hein? Les Strasbourgeois, eux, ils parlent parfois, ils sont dans les Alsaciens, comme on dit. Ils parlent parfois, ils ne parlent pas bien français. Parfois, ils parlent l'allemand. Parce que 2 fois, l'Allemagne a récupéré ses territoires, et 2 fois, la France a récupéré ses territoires. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a toujours des séquelles. Ce n'est pas des choses qui se font comme bateau magique, comme si tu mangeais sur la table, tu as fini et puis c'est tout. Non, il y a eu des morts. Il y a des cadavres qu'on n'a jamais retrouvés. La justice doit être faite. Mais avant qu'on arrive à la justice, aujourd'hui, on doit crier à une réussite. Parce que les Rwandais a nié de tous ces temps qu'ils étaient sur le territoire congolais. Même au Rwanda, tout récemment, le président rwandais a refusé, ils ont créé des moyens dilatoires pour ne pas venir signer. Aujourd'hui, avec l'avènement du président Trump, les Rwandais acceptent de signer. Ce qui est impossible. Ça montre quand même que le Congo a tapé du poing. Mais le Rwanda parle d'un mécanisme de l'autodéfense du côté de la RDC. Le Rwanda ne parle pas de l'invasion en RDC. Mais ça, c'est ce que les Rwandais pensent. Les Rwandais, tout ce qu'ils racontent, c'est parce qu'eux, sans le Congo, ils ne vivent pas. Le Congo n'a jamais refusé de vivre avec les Rwandais. Soyons sérieux. Les Rwandais sont nos voisins, nos voisins naturels. Il y a les Congolais qui ont imposé les Rwandais qui ont imposé les Congolais. Moi qui vous parle, ici à Toutazami, on a étudié avec des Rwandais. Nous ne sommes pas contre les Rwandais. Nous voulons seulement que nous nous respections. Que chacun soit chez lui et que la collaboration soit la collaboration qui respecte chacun dans ses frontières. Nous, cet accord revient sur l'intégrité territoriale. C'est l'élément le plus important que les gens ne voient pas. Sur cet élément ici, déjà quand on dit, les Rwandais reconnaissent que le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, ça veut dire que c'est déjà beaucoup plus. Parce qu'avant, on ne reconnaissait pas. Ce qu'on nous montrait, les gens peuvent venir, les Rwandais peuvent quitter chez lui pour venir chez nous, estimant qu'ils peuvent prendre l'Est jusqu'à vers Kalemi. Maintenant, aujourd'hui, ils reconnaissent que la RDC, c'est un territoire de 2 345 000 km², 108 d'ailleurs. Donc, c'est déjà beaucoup. Moi, je dis. Un accord de paix, bien sûr, conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On crie certes à la victoire du côté de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas encore la victoire, c'est une avancée. Oui. Félix Antoine, vous parlez de la victoire diplomatique, honorable. Oui, c'est une victoire diplomatique, oui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans les concerts des nations, le Rwanda n'est plus vu comme avant. Dans les concerts des nations, le Rwanda est vu comme un envahisseur. Le Rwanda est vu comme un tueur, un criminel. Le Rwanda sa parole n'a plus de valeur parce qu'on estime qu'il y a beaucoup de mensonges sur mensonges. Aujourd'hui, quand la RDC parle, on sait l'écouter. Et nous avons, madame la ministre des Affaires étrangères, une dame exceptionnelle. Honorable. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, votre leader par excellence. Non, il est le leader de la RDC. Oui, par excellence, oui. Ouais. Est allé voir Donald Trump, ou a proposé à Donald Trump un deal. Lequel? Échanger les minerais contre la paix. Vous avez ce deal-là? C'est le deal que la RDC a proposé. Non, est-ce que vous avez ce deal? Subitement, le Rwanda, donc les États-Unis d'Amérique, vous ramènent à la table des discussions avec son enfant chéri, les Rwandais, et vous oblige à signer un accord
avec le Rwanda. N'est-ce pas vous désillusionner? Monsieur le journaliste, moi je reviens sur quelque chose que je vous ai toujours... que j'ai toujours pas reproché à certains journalistes. Lorsque vous regardez partout ailleurs, les journalistes c'est un informateur. Les journalistes doivent rester patriotes. Vous ne devez pas faire semblant pour désorienter ou désinformer la population. Vous devez parler à la population de la chose que vous connaissez. Et lorsque votre invité... La RDC n'a pas proposé un deal. Non. Jusqu'ici, attendez, attendez. S'il y a un deal... Honorable. Attendez, s'il vous Oui, plaît. allez-y, allez-y. Oui. Je sais que c'est un terrain que vous aimez beaucoup. Allez-y. Mais laissez-moi parler. Je vous dis que jusqu'ici, on parle de ce fameux deal. Bien sûr, nous voulons que... Qui est officiel, reconnu par le gouvernement. Non, le deal ne sera officiel que quand il sera signé. Parce que nous... C'est une proposition. Nous, bien sûr, mais quand vous dites officiel, ce qui est officiel, c'est ce qui est signé, monsieur. Honorable, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, S'il vous plaît. attendez. Au niveau des institutions de la RDC, on prend une décision. Voilà, est-ce que vous... De rédiger, de faire une proposition, de proposer un deal avec les Américains, de mettre à la disposition des Américains les métaux, les précieux métaux que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo en échange de la paix. Je vous pose une question. Moi, les Américains je ne veux pas... nous exigent d'abord de signer un accord de paix avec les Rwandais. L'enfant chéri des Américains pour ramener la paix à l'est. N'est-ce pas vous désillusionner? Monsieur Muntu. Oui, honorable. À cette étape où nous sommes de notre pays, nous sommes à l'étape cruciale. Oui. Il y a eu beaucoup de morts dans ce pays, et certaines choses sur nos plateaux, nous ne devons pas badiner sur ça. Nous ne devons pas faire du populisme où... Vous êtes déjà un journaliste populaire. Un deal a été proposé, oui ou non? Attendez. Vous reconnaissez quand même qu'il y a un deal proposé aux Américains? Laissez-moi quand même la parole. Allez-y. Vous êtes déjà un journaliste populaire ici dans la ville montagneuse ou sinon dans l'essence au Katanga, vous êtes connu. Vous n'avez pas besoin de faire le buzz pour qu'on vous connaisse. Moi, je veux seulement que vous restez dans l'information. L'information, c'est laquelle? Lorsque vous affirmez qu'il y a quelque chose d'officiel, vous devez en donner les preuves. Ce que vous dites, ce ne sont que des rumeurs, que je trouve être logique parce que moi aussi, je suis au courant de ces rumeurs et je sais qu'il y a des choses qui se préparent dans ce sens-là. Mais pour l'instant, aucun deal n'a encore été signé. Maintenant, je reviens, quand vous parlez de l'enfant chéri, c'était l'enfant, le mandat était enfant chéri il y a quelques temps, avant que Félix Antoine Tshisekedi ne devienne président. Il était enfant chéri. Actuellement, la RDC, met tout le monde d'accord. Tout le monde veut que la RDC soit là. C'est la plus belle femme qu'il y a. Elle a retrouvé maintenant ses beautés. Ses rondeurs sont redevenues. Mais dites-nous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Juste vous relancer à ce stade. Juste vous relancer à ce stade. Permettez qu'on vous relance. Je rappelle d'abord aux téléspectateurs les 099 389 33 24, 099 389 33 24, 081 008 16 14. Dites-nous. Tu ne m'auras pas. Non, nous n'avons pas besoin de vous avoir. On a juste besoin que vous puissiez éclairer la lanterne de la population. La RDC a besoin de retrouver la paix. Le Rwanda n'a jamais reconnu agresser la République démocratique du Congo. La RDC se sentant faible face à ses ennemis qui écument l'Est de la République démocratique du Congo, à ceux qui nous ont déstabilisés. La RDC propose que l'Amérique puisse l'aider à en finir avec cette guerre. Est-ce que l'Amérique avait besoin de faire amener ou d'amener le Rwanda à une table de discussion avec la RDC, ou bien l'Amérique avait seulement intérêt parfois d'envoyer peut-être ses drones, ses troupes, question d'en finir avec cette guerre? Ça ne serait pas une solution idoine. Très bien. Allez-y. Merci beaucoup. Je vais vous demander de me laisser 5 Vous avez votre temps de parole. Ne me relancez pas. Vous avez votre temps de parole. Parce que quand vous me relancez, la population ne comprend pas. Oui, vous avez votre temps de parole. Vous savez, vous ne pouvez pas... Les États-Unis, c'est un pays souverain. Il n'y a pas... Entre États, il y a les intérêts. Oui. Les États-Unis savent bien que le Congo est à la merci des Chinois. Les États-Unis, c'est une puissance mondiale. Les États-Unis ne voudraient pas laisser la Chine prendre les dessus. Monsieur le président Trump, il a dit qu'ils sont la force mondiale, ils sont la première force. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes un pays en guerre. Si nous étions entrés, la RDC était en train de lutter seule contre les Rwandais, on en aurait fini depuis longtemps. Parce que les Rwandais, c'est petit. Mais ici, le Congo ne lutte pas seul. Le Congo, c'est que les Congolais qui sont de mauvaise qualité, qui s'arrangent pour combattre leur propre pays,
pour leurs propres intérêts égoïstes, ils se rallient derrière un pays qui est voisin, les Rwandais, pour que les Rwandais trouvent son compte, ils viennent piller nos minéraux, et les Rwandais sécurisent leurs intérêts. Vous avez suivi l'arrogance du président rwandais. Il a fait une interview il y a 2-3 jours, où il disait qu'il peut entrer, il peut venir même jusqu'à pied à Kinshasa, même prendre Tshisekedi. C'est pourquoi cette assurance? C'est parce qu'ils ont les Congolais qui sont même en train de trahir le chef de l'État tous les jours, qui sont en train de trahir notre pays tous les jours. Ils sont en train de rigoler, mais ils font des choses ignobles parce qu'ils veulent s'enrichir. Et voilà à quoi la lutte est. Donc nous sommes en train de lutter contre la nature. C'est comme si la maison est trouvée de partout. Donc je parle à M. Moutou, écoute, il y a l'ennemi qui est là-bas. On monte une stratégie. Je pense que M. Moutou, c'est un Congolais comme moi. 4 minutes, oui. Oui, mais c'est ça. Et après, M. Moutou va rapidement vers l'ennemi, il lui vend la stratégie, et vous voulez que le président fait quoi? Le président a été trahi. Le président recourt à celui qui a la force. Les États-Unis, c'est une première force mondiale. Aujourd'hui, les États-Unis, s'ils viennent dans notre pays, tous pendant 30 ans, ou dans les 18 ans du régime passé, nous sommes à Likassi. Moi, j'ai étudié à Likassi ici. Est-ce que la ville de Likassi, c'était une carrière à ciel ouvert? Les minéraux qu'on est en train d'exploiter tous les jours, les tracts qui passent tous les jours ici, qui passent nos enfants, qui nous laissent parfois des contaminations ici. Combien de la population bénéficie de ça? Si aujourd'hui, les Américains viennent, ils disent, nous prenons les minéraux, nous vous donnons la sécurité. Moi, je ne trouve pas un problème. Ah, il y a un deal déjà. Merci. Non, il n'y a pas... Non, attention, j'insiste sur un élément. Non, monsieur Moutou, j'insiste sur un élément que vous devez rester patriote parce que pendant cette période... Merci beaucoup, nous sommes patriotes. Nous aimons tous le Congo au même titre que le chef de l'État. Merci beaucoup. Ne donnez pas. Nous aimons tous le Congo. Nous aimons tous le Congo. 5 minutes, nous étions à la 4e. Vous êtes déjà à 5, oui. Vous êtes déjà à 5. Permettez qu'on vous relance pour la deuxième question. Et pour une autre question. 30 secondes. Oui, vous avez 30 secondes. Je vous laisse dire ceci. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous demandons au président de la République, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est de tout faire pour l'intérêt du Congo. Jusqu'ici, vouloir dealer avec les États-Unis pour la sécurité d'abord de notre pays et contrecarrer le vol de nos minéraux à l'Est et éviter les morts qui sont... On est en train de tirer sur nos frères comme ça. On peut te trouver sur la route, tu es bien... Récemment, on a tué des gars, ils ne savaient pas bien parler Swahili parce qu'ils parlaient lingala. Ils ont été abattus. Alors, vous voulez quoi? Que le président, vous êtes ici à Likassi, vous parlez parce qu'on ne tue pas les membres de votre famille. Bien, merci beaucoup, honorable Jean-Rémy Kanyama Mbiaye, 099 389 33 24, 099 389 33 24, 081 00 14. Est-ce que cet accord s'attaque aux causes profondes de la crise qui mine la partie est de la RDC depuis 3 décennies? Et quelles sont ces causes? Mais quelles sont les causes? On dit que les causes ici proviennent longtemps. Aujourd'hui, je ne veux pas aller parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je crois que j'en avais parlé à une émission. Tout est parti de notre propre hospitalité. Le Congolais a été généreux. Oui. Le Congolais, c'est un homme hospitalier. Qu'il s'agisse du Katanga, qu'il s'agisse du Mukombo, ou du Muluba, ou de qui que ce soit, les Congolais, nous sommes 450 tribus, il n'y a pas de tribus majoritaires, il n'y a pas de tribus minoritaires, nous sommes un. Parfois, nous avons nos différends à l'interne, mais les Congolais, nous avons toujours été hospitaliers. Alors, cette hospitalité a fait que, avec ce qui s'est passé, toujours avec le président rwandais, on a abattu le président Abiyarimana, on a abattu le président burundais, 2 présidents qui ont été tués dans un avion, ça a créé des génocides au Rwanda, les Tutsis et les Hutus. Nous sommes en 1994. Ainsi, l'ONU a pesé sur le président de Mobutu de l'époque pour qu'on ouvre un couloir humanitaire pour accueillir les réfugiés. Le malheur, le vrai malheur, ça a commencé par là. À mon avis. Bien sûr, il y avait les Rwandais qui étaient là, mais qui étaient dans leur plan. Mais le vrai malheur... Alors, quand ce couloir humanitaire a été ouvert, ceux qui sont venus, bien sûr, il y a eu faille à ce moment-là. Je pense qu'on devait filtrer pour ne pas faire passer tout le monde. Il y a eu maintenant des gens qu'on appelle les FDLR ou les Hutus dont on parle, qui sont passés. Maintenant, c'est devenu aujourd'hui un prétexte pour les Rwandais pour dire que non, ces FDLR menacent leur gouvernement.
leur gouvernement au Rwanda. Et menace existentielle, oui. Oui, maintenant ils se disent ils peuvent venir traquer les FDLR chez nous en RDC. Est-ce que c'est pour autant que nous sommes allés traquer les ennemis au pouvoir? Mobutu a traqué Joseph, comment il s'appelle encore? Mzee Laurent Kabila, où il était en Tanzanie. Vous avez vu Mobutu aller les traquer là-bas? Ce sont des faux fouillants. En principe, si nous sommes logiques, c'est ainsi que je voulais que nos émissions soient pédagogiques. Nous sommes en 1994. Un enfant qui est né en 1994 a 31 ans aujourd'hui. Je pense. 31 ans. Donc c'est un monsieur. 31 ans. Si les gens qui sont venus avec les armes en 1994, c'était des hommes adultes. Je suppose qu'ils avaient 20 ans, 25 ans, 30 ans ou plus. Si c'est lui qui avait 20 ans, aujourd'hui, si vous lui ajoutez 31 ans, il a 51 ans. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est toujours fort? Je ne pense même pas qu'à cette époque, il y avait les Kadogo. On n'utilisait pas les enfants. Parce qu'à ce moment-là, les troupes étaient là. Je suppose que c'était des hommes mûrs autour de 30 ans. Quelqu'un qui avait 30 ans, aujourd'hui plus 31 ans, il a 60 ans. Est-ce qu'il a la force de combattre quoi? Ce sont des faux fuyants. Maintenant, dans cet accord, on a parlé de la neutralisation. On a parlé de CONOPS, je pense. Hein? Oui. Les concepts d'opération. Ça, on renvoie les tracts de ces fameux FDLR au mécanisme de Luanda. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, et puis on a de l'avantage, c'est qu'on a donné le timing. C'est dans les 90 jours. Il y a les Américains qui seront là, avec les Congolais, avec les Rwandais. Si les Rwandais disent, bon, voilà, nous avons vu les FDLR qui sont dans tel point, c'est eux qui doivent dire où est-ce qu'ils les ont vus. On va aller dans ce coin-là, on regarde qui sont FDLR, on l'identifie, si les FDLR, on les prend. Et ce problème va se faire dans les 90 jours. En fait, on veut enlever du Rwanda les prétextes qu'il a de dire les FDLR, alors les FDLR n'existent pas. Si vous pouvez fouiller dans vos archives, vous allez retrouver l'interview de l'ancien ambassadeur rwandais qu'on a expulsé, M. Karega, ou je ne sais pas, je ne sais plus. Il a fait une interview à Top Congo pour dire que les FDLR dont on parle, ça n'existe plus. C'est un Rwandais qui parle, un ambassadeur de surcroît. Il ne parle qu'il n'y a pas de FDLR. Il n'y en a pas. Ceux qui sont restés, il veut dire ce sont des vieillards qui sont restés, qui sont... Donc, on ne peut plus parler de FDLR comme s'ils étaient là avec les armes pointées sur le Rwanda. Non, ce sont des faux fouillants. Voilà pourquoi cet accord, c'est ainsi qu'il faut prendre le temps. Moi, j'aurais même souhaité qu'on fasse même une conférence de pédagogie. Pour éclairer la lanterne de la population quant à sur la compréhension. Parce que les ennemis du régime, ceux qui ne veulent pas du régime de Félix, qui veulent que le régime tombe à tout prix, même s'il y a des bienfaits qui se voient, il propage ce qu'on nous appelons le poison rwandais, ce qu'on appelle la... Vous êtes économiste. Ouais. Dans cet accord, on permet au Rwanda de certifier les minerais qui proviennent de la RDC. On permet la gestion commune de nos parcs, la gestion commune de nos lacs, rivières et autres, à travers donc la frontière entre les deux États. Comment vous expliquez cet état des choses? Je voulais préciser, parce que nous revenons, je voulais lire l'accord, mais je pense que ça ne vaut pas la peine. La certification. On parle, d'abord, avant d'arriver à la certification, je voulais parler d'abord parler des commerces transfrontaliers. Et d'échange d'informations. Oui, mais on parle plus de l'intégration régionale. Hein? C'est ce qu'on dit. Qui dit intégration régionale ne parle pas seulement du Rwanda. Nous avons 9 pays frontaliers. Hein? Nous avons 9 pays frontaliers. Ici, c'est le cas du Rwanda. Mais nous ne sommes pas obligés de faire ça. Maintenant, pour parler du cas du Rwanda, le parc dont vous parlez, il y a une partie, la grande partie bien sûr chez nous à la RDC. Il y a aussi une partie qui est au Rwanda, nos gorilles. Quand il y a cryptement des balles ici, ils traversent, ce sont les animaux. Ils peuvent aller là-bas, ils peuvent rentrer ici. Le lac Kivu, moi je connais bien la province du Nord Kivu sur certaines parties, bien sûr. Je vois le lac Kivu. Quand vous êtes de ces côtés, vous voyez le Rwanda. Quand vous êtes au Rwanda, à Gisenyi, vous êtes sur le lac aussi. Donc nous traversons les gaz qui sortent du lac Kivu. Les gaz éthanol. Oui, ces gaz-là, c'est vraiment au milieu du lac. Donc il y a une partie qui est au Rwanda, une partie qui est au Congo. Comment voulez-vous exploiter ce genre de choses si vous ne vous mettez pas d'accord? Cela ne veut pas dire que nos choses vont être données au Rwanda, non. Il y a des choses qui nous appartiennent en commun. Nous devons les gérer pour éviter les prétextes.
Nous devons les gérer ensemble. Mais en les gérant ensemble, chacun doit rester chez lui. C'est tout ce que ça veut dire. Alors, nos minéraux, non, on n'a pas dit que nos minéraux seront... certifiés. Non. Dans le cadre toujours des commerces là, vous êtes un entrepreneur. Vous êtes basé au Rwanda. Si vous devez exploiter, si vous devez vendre les minéraux que vous achetez en RDC, vous devez tracer pour dire que ces minéraux, ça a été acheté en RDC. C'est ça la certification, oui. Oui, ça n'a rien à voir que non, nous produisons et le Rwanda certifie. Non, il faut expliquer bien à la population. C'est du commerce, tout simplement. C'est pour dire quoi? C'est pour éviter à ce que le Rwanda se tape de la poitrine comme si le minerai... Parce que quand vous vendez les minéraux, il y a des entreprises qui sont au Rwanda qui peuvent venir acheter les minéraux chez nous. Ces entreprises se retrouvent au Rwanda. Les minéraux passent par le Rwanda. Ça va être passé sur le minerai de la RDC. Si ça sort de la RDC, les entreprises qui sont basées au Rwanda, ils payent des taxes aussi au Rwanda, non? Ils contribuent au PIB du Rwanda, n'est-ce pas? Alors, mais cela ne veut pas dire que ça devient la production du Rwanda. Si on va dire coltan, et le Rwanda dit non, je suis le premier producteur du coltan, non. C'est le coltan de la RDC qui entre dans le budget de la RDC parce que pour acheter, l'argent vient dans la caisse de l'État congolais. Mais les entreprises américaines qui seront installées à l'est de la République démocratique du Congo commenceront à raffiner leurs minéraux au Rwanda. Comment vous expliquez aussi cet état des choses? À raffiner leurs minéraux, leurs produits, oui. Non, on exploite en RDC, on raffine au Rwanda. Non, soyez d'abord clair. Je reviens sur ce que je souhaite. Moi, en tant que Congolais de bonne qualité, je souhaite que les Américains viennent s'installer chez nous en RDC, nous donnent leur expertise, installent leurs entreprises. Parce qu'en installant leurs entreprises, les Américains, ils sont une forte nation. Ils sont des gens, pour la plupart, les Américains sont des nationaux. Les Américains. Vous comprenez? Ils ne sont pas comme nous des Congolais où on peut venir vous acheter pour n'importe quoi. Quand les Américains vont venir ici, à Lubumbashi, ici, moi je parle de notre ville de Likasi. Qu'est-ce que nous bénéficions de cette ville ici, des minéraux qui sont exploités de gauche à droite? Nous bénéficions de quoi? Maintenant, si nous avons des gens qui peuvent venir installer leurs industries ici, embaucher autant de gens de la bonne manière, parce que les Américains, pour venir ici, la corruption doit être bloquée. C'est ça un avantage déjà. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de corruption. Alors, les Américains, quand ils viennent, ils exigent, parce qu'on a commencé maintenant à faire des recensements pour savoir quelles sont les conditions de travail dans les mines. Il y a des entreprises locales qui vont collaborer avec des entreprises américaines. Vous trouvez des gens qui ne sont pas dans les conditions, mais qui sont dans les mines. Ça, les Américains ne le feront pas. Vous trouverez des enfants qui sont dans les mines, les Américains ne le feront pas. Donc les Américains vont amener les standards. Ah oui. Et ça va bénéficier aux Congolais. De ce quoi les Américains vont vouloir protéger. Vous savez que nous avons des uranium ici. Vous avez vu que les Américains ont frappé l'Iran. N'est-ce pas? Vous savez que notre uranium qui est ici, c'est l'uranium enrichi. Vous connaissez bien. Isotope 30. Voilà. Vous connaissez tout ça. Vous voulez que les Américains laissent à la RDC la possibilité de faire vendre par nos Congolais de mauvaise qualité qui volent ces choses pour les vendre à d'autres pays? Les Américains vont se rassurer pour garder leur monopole. Si les Américains peuvent garder leur monopole et que chez eux ils sont développés, dites-moi dans quel pays où vous avez vu les Américains sont partis et que ce pays-là est resté, les Américains ont rendu ce pays-là pauvre. De manière concrète, qu'est-ce que la RDC gagne et qu'est-ce que la RDC perd? La RDC gagne avec les Américains d'abord la sécurité. Pendant qu'ils seront ici, ils vont sécuriser notre pays. Parce qu'ils ont des drones sophistiqués. Vous avez suivi que ces derniers temps, les gens qui veulent faire des bêtises à l'Est, ils ne bougent pas. Ce sont les Américains, ce sont les drones. Ce sont les drones. Quand on frappe les avions par-ci, par-là, ce sont les drones là. Alors, moi je pense que, nous avons d'abord la sécurité. Un pays qui n'a pas de paix, vous ne pouvez rien entrevoir. La guerre ravage tout. Donc, la paix, l'intégrité territoriale. Et pendant que les Américains seront en train de installer leurs entreprises, nous sommes en train de monter en puissance sur le plan de l'armée. Parce qu'avec le président Félix, quoi qu'on dise, nous avons aujourd'hui des effectifs. Et entre-temps, on est en train d'exfiltrer les mauvaises herbes qui sont dans l'armée. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais de mauvaise qualité qui sont dans l'armée, qui sont en train de trahir l'armée. On est en train de les exfiltrer. Tout ça, ça fait que nous allons avoir une armée des Congolais
de bonne qualité. Et à l'horizon de 2-3 ans, on aura une armée puissante de plusieurs hommes avec les Américains, quand ils vont venir, ils vont nous vendre le matériel. Mais dites-nous, parce que le Rwanda se montre intransigeant. Il n'y a pas la bonne volonté du côté du Rwanda mais on va le frapper. de pouvoir respecter cet accord. S'il vous plaît. Le Rwanda est pays membre de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU est la plus grande organisation au monde qui gère les pays. Il y a la résolution 2773. Le Rwanda ne l'a jamais respectée. Il y a plusieurs accords signés. Paul Kagame se permet parfois même de claquer la porte de certaines organisations. À l'organisation de l'unité africaine, Paul Kagame avait claqué la porte. Il a boudé, il a refusé d'aller répondre à l'invitation de Joao Lourenço, le président angolais. Il a refusé plusieurs propositions. Il ne respecte aucun président à travers l'Afrique, même à travers le monde. Son attitude face à l'accord de paix. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Congo est pris au piège? Non, attendez. Paul Kagame respecte ce qu'il dit, le président de la République. Fatou Béton. Paul Kagame le respecte. Et moi, je vous dis. En se permettant de dire qu'il viendra les chercher à Kinshasa? Non, mais ça, je l'ai dit. Ça c'est une façon de dire. Écoutez, vous savez le lézard, hein? Vous voyez le lézard? Oui. Le lézard, non? Même quand il est déjà mort, sa queue bouge beaucoup. Vous voyez le lézard, non? Quand vous avez déjà tué le lézard, la queue, là, reste. Ça peut faire autant de minutes, hein? Vous pensez, la queue, là, ça n'a plus de vie. Ce que vous voyez là, ce sont qu'il refuse d'aller aux États-Unis. Vous avez dit, il a refusé le reste, non? Qu'il refuse alors d'aller aux États-Unis. Qu'il refuse, nous sommes là. Vous pensez que les Américains vont prendre la décision de venir se battre aux côtés des FARDC? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Okay. Vous parlez du président Kagame. Je vous dis, vous avez dit qu'il a claqué les portes. Il claque les portes, il peut claquer, non? Mais je vous dis qu'il claque les portes des États-Unis. Et puis nous allons revenir avec vous sur l'émission. Mais l'accord, s'il vous plaît, honorable. L'accord interdit des menaces. Quelles menaces? C'est proférer des menaces, des propos qui incitent à la violence. Mais les propos tenus par Paul Kagame, vous pensez que ce monsieur, en tenant de tels propos face à notre pays, il respecte l'accord? Monsieur Montou, moi je ne suis pas d'accord avec vous que je perde mon temps ici pour parler du Rwanda. Le pays qui nous agresse. Non. Nous parlons du Congo. Nous parlons du Congo face à l'ennemi qui nous agresse. Voilà, mais ne parlons pas. Vous pensez qu'il respecte cet accord? Monsieur Montou, oui. Vous êtes journaliste et vous connaissez. L'accord nous lie. Vous attendez, s'il vous plaît. Mais l'accord nous lie, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas parler quand même d'un mariage où vous préférez parler seulement de l'homme sans parler de la femme. Or, on sait que le mariage lie les deux personnes. Allez-y. Je vous dis déjà une chose. Vous savez, notre malheur, c'est d'avoir des journalistes qui n'aident pas les Congos à comprendre les choses. Ne faites pas, faites un effort de comprendre que nous sommes un pays puissant et que nous sommes en train de le devenir et que nous avons un président qui a montré ses preuves aujourd'hui. Ce que le Rwanda fait, vous pensez que le Rwanda est un pays... Les journalistes aident les Congos, c'est pourquoi on vous invite sur le plateau, allez-y. Non, ce n'est pas seulement cela. Ce n'est pas à nous de parler au nom du gouvernement, c'est à vous de parler au nom du parti politique, allez-y, oui. Non, je ne suis pas d'accord avec cette approche-là, parce que nous voyons beaucoup d'autres journalistes. Nous vous faisons parler, oui. Vous nous faites parler, mais attention, vous nous faites parler, mais ne donnez pas, vous savez, parce que vous êtes suivis. Il y a des gens qui sont fanatiques. Vous savez qu'il y a des communs de mortels qui ne maîtrisent pas le français tel que vous le parlez. Vous parlez bien français parce que vous avez été à l'école. Mais tous les communs de mortels ici, quand il entend, oh, il Rwanda, Rwanda, tout ça, lui, il entend ce que Muntu a dit. Muntu, on a raison. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous n'avez pas raison par vouloir trop jeter de fleurs parce que Kagame, s'il peut, il peut injurier notre président. Ça montre les niveaux, la bassesse, tout simplement. Le président Fachi ne va pas entrer pour passer à la télévision pour commencer à parler de lui. Il a dit à notre président qu'il vendait je ne sais pas quoi là, les pizzas en Belgique, mais lui, il vendait les œufs. Est-ce que nous, on lui a dit qu'il vendait les œufs, c'est ça, en Ouganda ou au Kenya, je ne sais pas là ou en Tanzanie. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que, qu'est-ce que nous devenons aujourd'hui? Nous sommes arrivés à pointer du doigt sur quelqu'un sur qui il y a 18 ans ou 30 ans avant, on ne peut pas pointer du doigt que c'est l'ennemi. Félix l'a fait.
il a réussi. Aujourd'hui, le monde entier, même les Français qui soutenaient le Rwanda, ont eu honte. Parce que la RDC aujourd'hui est membre du Conseil de sécurité. La RDC est apaisée pour que les Rwandais ne soient pas dans le Conseil de droits de l'homme là-bas. Ils étaient candidats, je pense. La RDC, la voix est entendue aujourd'hui. Tout le monde a condamné le Rwanda alors qu'il y a peu. Il y a même 2-3 ans, il y a même une année, on ne pouvait pas condamner le Rwanda. Donc le Rwanda, moi je connais les gens qui ont été, mon président Eliezer le dit toujours, il y a le DG, l'ex-DG de la RTNC, qui avait été viré juste parce qu'il avait cité le nom du Rwanda au sein d'une conférence ou d'une émission. Personne ne pouvait parler du Rwanda en mal. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de pleurer son échec. Alors voyons ça comme un signe de victoire, ne continuons pas à encenser. Nous sommes en train de chercher des solutions pour que notre pays soit en paix. Parce qu'un pays qui est en paix peut faire des projets et ses enfants peuvent bénéficier du fruit du pays. Dans l'accord de paix, on cite le FDLR 43 fois. Mais on cite le M23 4 fois. Pour résoudre les problèmes, pour neutraliser le M23 et l'AFC, qui sème l'insécurité, qui déstabilise, qui décime des vies humaines dans la partie Est, on nous renvoie à Doha. Mais pour les FDLR, on demande de les neutraliser. Pourquoi ne pas exiger aussi un dialogue inter-rwandais, mais aussi les consultations là de Doha? Pourquoi c'est un impératif pour que nous puissions ramener la paix? Moi, je crois que c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on dit, quand tout le monde, d'abord tout le monde était contre la RDC. Vous comprenez? Quand tout le monde est contre vous, vous n'allez pas vous battre sur tous les fronts. Vous allez aller sur le front qui vous semble être favorable petit à petit jusqu'à renverser la vapeur. C'est ce que nous avons fait. Oui. Les Rwandais doivent, parce qu'aujourd'hui le génocide des Rwandais, c'est un génocide de bidon. Il n'y a pas que les Tutsis qui sont morts. D'ailleurs, c'est plus des Hutus qui sont morts là-bas. Vous avez vu comment on appelle ça, l'Holocauste, le livre que Charles Onana a écrit, l'Holocauste, voilà. L'Holocauste. Les Rwandais ont porté plainte à Charles Onana en France. Et les Français complices, ils ont condamné Charles Onana. Mais Charles Onana conteste beaucoup de choses sur le génocide rwandais. Vous voyez? Alors, vous comprenez que à ces jours ici, nous avons réussi beaucoup de choses. Le FDLR, c'est ce que le Rwanda ne fait que parler. Et rappelez-vous quand Mme Wagner Kaikwamba a signé avec le ministre Olivier le Rwandais, ils ont signé, après ils se sont retrouvés dans le bureau ovale à la Maison Blanche, ils parlaient. Je pense que vous entendez l'anglais comme moi. C'était clair. Quand on a posé une question, et le président Trump a donné la parole au ministre rwandais pour qu'il réponde. Le ministre rwandais est allé toujours dans l'ère dilatoire de FDLR. Peut-être vous ne connaissez pas la culture américaine. Lorsque les gens là disent, monsieur, vous avez intérêt à bien faire le travail, ils ne badinent pas. Ils vous jettent le petit mot en rigolant, il est sérieux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le FDLR, c'est un faux fuyant. Voilà pourquoi, dans cet accord, pas cet accord entre Rwanda et RDC, le Rwanda dit quoi? Que nous, si nous permettons d'envahir, parce que le Rwanda niait qu'il n'était pas en RDC. Au moins avec cet accord, le Rwanda a reconnu qu'ils ont envahi la RDC sur sa partie Est. Ça veut dire que le Rwanda dit que si nous avons envahi, c'est parce que nous sommes en train de traquer les ennemis de notre pays. On leur dit, ok, c'est bon. Vous allez venir pendant les 90 jours, pendant les 90 jours, pendant les 3 mois ici. Nous allons aller step by step, donc étape par étape, pour démanteler les réseaux des FDLR qui existent au Congo. Comme vous dites que les FDLR sont au Congo, c'est à vous de nous dire où se trouve le FDLR. Vous serez avec les Congolais qui sont concernés seront là, et nous les Américains, nous allons vous accompagner. Dès que nous constatons que les FDLR sont là, nous allons les désarmer, nous allons les renvoyer chez vous. Et nous avons 90 jours pour faire ça. Au moins cet accord a son pesant d'or parce qu'il y a de délai. Honorable Jean-Rémy. Attendez que je finisse parce que vous avez touché la question de Doha. Doha, c'est une question qui concerne les groupes armés. Les groupes armés, ce n'est pas seulement AFC, ce n'est pas seulement M23, il y a d'autres groupes armés. Il y a un mécanisme sur lequel on ne va pas discuter.
C'est clair. On ne va pas faire les mixages, les brassages comme on le faisait. On ne le fera pas. Et le président Félix est tout droit dans les bottes. C'est la ligne rouge. L'issue avec ces gens-là, même si on va au cas par cas, c'est la démo. Donc les gens ils vont être réinsérés dans la vie active. Et puis on va voir au cas par cas ce qu'on va faire d'eux. Mais ils ne vont plus intégrer l'armée. Parce que chaque fois qu'ils ont intégré l'armée, ils ont infiltré. Et quand il y a un quoi, ils rentrent, ils se disent M23. Mais je vous dis que M23, il est démontré qu'il n'existe pas. Tu sais, ce qui est surprenant, c'est que hier... Ce sont les pantins. Les marionnettes. Les pantins, là, c'est encore bien. Le président Félix est gentil. Je ne sais pas s'il y a un autre mot encore mieux que ça. Maintenant, regardez. À Doha, c'est un problème des Congolo-Congolais. Ou à Doha. Est-ce que vous savez hier que le ministre des Affaires étrangères, rwandais, non, pas des Affaires étrangères, il y a un ministre des Affaires de l'Intérieur. Bon, il y a au moins un dignitaire rwandais, un ministre, qui s'est amené à Doha avec toute une délégation. Là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? C'est une affaire des M23 qui sont censés être des Congolais, entre guillemets, AFC des Congolais, entre guillemets, et les autres groupes armés, du moins M23, AFC et les Congolais. C'est une affaire des Congolais. Vous, les Rwandais, vous allez faire quoi là-bas? Ils sont allés là-bas hier. Et ils ont ajouté encore 4 points sur les 8 qui étaient déjà là. Vous comprenez? Ils veulent que... Mais vous savez sans nul doute que le Rwanda vit de cette guerre. Vous pensez qu'il y aura la bonne foi d'arrêter cette guerre? Mais c'est là que nous en appelons à la cohésion nationale. C'est là que nous en appelons à nos frères congolais qui n'ont pas encore compris que nos problèmes entre nous peuvent se régler lorsque nous sommes en paix. Vous ne pouvez pas donner de la force à l'ennemi qui vient pour vouloir résoudre. Vous n'allez pas chercher quelqu'un de dehors pour venir battre votre frère dans la maison. Parce que lui, il ne vient pas. Lui, toi, tu ne vas pas vouloir qu'il les batte de la manière que tu voulais. Tu voulais peut-être qu'il l'intimide, mais quand il vient, lui, il les tue. Et toi, tu commences à pleurer. On a tué mon frère. C'est ce qui se passe. Nous en appelons à la cohésion nationale. Ici, à Likasi, dans l'espace de Haut-Katanga, avec les mauvais discours qui circulent, on veut nous instrumentaliser. Or, les gens sont... Non. C'est le discours de haine, c'est le discours qui veut que les Congolais se révoltent contre les Congolais. Comme ça, l'ennemi trouve de l'espace pour venir nous envahir. Voilà. Les Rwandais, nous savons bien que leur objectif, ce n'est pas l'histoire des FDLR, parce qu'ils sont conscients, je vous ai dit que leur ambassadeur, c'est un dignitaire du pouvoir de Kigali, reconnaît bien que les FDLR n'existent presque plus. Ce sont les noms. À quand alors le retour de la paix? Non, le retour de la paix, ce n'est pas un problème de dire demain ou après-demain. C'est un processus. Ce processus commence par la prise de conscience de ce que je dis. Et il faut prendre certaines décisions osées. D'abord, nous avons beaucoup d'infiltrés, beaucoup de traîtres congolais. Ces gens, ils ne veulent pas... Créés par votre mauvaise gouvernance, oui. Non, n'amenez pas ça. Ça là, c'est là que je dis que... Je vous relance seulement, parce qu'il y a certains qui ne sont pas d'accord avec votre manière de gouverner. Je vous relance, oui. Je souhaite que, si vous avez le besoin qu'on fasse une émission sur la mauvaise gouvernance du régime actuel, qu'on fasse une émission là-dessus. Merci beaucoup. Mais ne mélangeons pas les choses. Merci. Je ne dis pas que le gouvernement actuel, ils sont à 100% honnêtes. Non, il y a des voleurs qu'on arrête tous les jours ici. Oui. Mais aujourd'hui, au moins, la chance, c'est que nous savons voir qu'on a arrêté tel. Mais il y a peu. Est-ce que vous avez vu, dans le régime passé, on arrête un ministre en fonction? Il fallait préserver la cohésion nationale, oui. Non, attendez, non, il ne faut pas être pressé. C'est très important. Oui. Vous avez vu le ministre Moutamba, qui est aujourd'hui devant la justice. Vous avez vu les gens de l'Umami venir dire là-bas, nous, ressortissants de l'Umami, vous avez vu des choses comme ça? Non, nous sommes dans un état de droit, comme Maître Oscar Mondiaï dit, état de droit en marche. L'état de droit est en train de marcher. Pourquoi? Parce que nous avons un ministre qui a certes, parce qu'on dit qu'il a reconnu ses erreurs, qui a certes reconnu certaines erreurs, mais qui a fait des réformes encourageantes. Mais aujourd'hui, ce ministre est devant la justice et c'est la première fois que vous voyez un ministre en fonction accepter de démissionner et se présenter devant la justice. Ça, il faut les saluer. On a connu 18 ans, on n'a jamais vu ça. Dites-moi un ministre qui a démissionné. Peut-être Sama, peut-être, je ne sais pas. Mais un ministre qui a démissionné, un ministre national qui a démissionné,
Je ne sais pas. Merci. 099 389 33 24 parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Un séjour à l'ICASI, pour combien de jours? Votre séjour est de combien de jours? Et quelles sont les activités que vous projetez à pouvoir mener dans la montagneuse ville de l'ICASI au niveau du parti? Je ne suis pas en séjour à l'ICASI, il faut rectifier. L'ICASI, c'est chez moi. Je reviens à l'ICASI. Vous comprenez que je suis un homme, un entrepreneur, je suis un technocrate. Je ne suis pas obligé de rester tout le temps parce que je dois aussi manger. Je dois travailler à la sueur de mon front pour que ma famille mange, pour que mes capables avec qui je travaille puissent aussi se retrouver. Il y en a des gens qui se retrouvent aussi derrière moi. Et puis nous avons beaucoup de projets. Et ces projets, tout ce que nous faisons, ne sont pas financés par qui que ce soit. C'est financé par notre propre effort. Par conséquent, je suis obligé aussi de bouger de temps en temps, faire mes formations, travailler aussi, j'ai des contrats, j'ai aussi mes entreprises qui me fournissent un peu. Je suis obligé de bouger. Donc quand je suis à l'ICASI, je suis chez moi. Parce que vous êtes chez vous, quelles sont les activités que vous entrevoyez? Donc déjà demain, nous allons, dans le cadre de ce que je venais vous dire, pour faire travailler sur les mentales des Congolais, nous avons des échanges patriotiques. Donc déjà demain, nous avons l'échange patriotique où nous invitons tous les capables, tous les Cassiens et les Cassiennes à venir participer à cet échange. Ça sera à Ifadem à 14 h. Nous avons beaucoup d'autres activités qui concernent notre projet du champ où nous attendons plusieurs personnes à venir. Nous allons peut-être vous inviter à faire avec nous une émission pour voir les capables qui ont compris la vision de l'entrepreneuriat. Vous allez voir qu'il y a, nous avons une capable aujourd'hui qui a compris, qui a excellé dans un grand, on peut dire quoi là, un grand poulailler, hein, là-bas avec beaucoup de poussins, ainsi de suite. Ça, ce sont des choses qui font que nous voulons que les Licassiens et les Licassiennes sachent se prendre en charge. C'est-à-dire qu'ils sachent que nous sommes là, pas pour donner du poisson, mais pour leur apprendre à pêcher.